Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un produit qui a été sorti presque en même temps que la 12e génération d'Intel, qui est sorti par Intel. Je veux bien évidemment parler de leur Ventirad. Leur Ventirad est fourni de base avec les i3 et les i5, on ne le retrouve pas avec les i7 ni avec les i9 et je me suis dit est-ce que ça pourrait être limite intéressant ou est-ce que ça serait pas un test stupide finalement de pouvoir savoir qu'est-ce qui valait tout simplement en fait sur un i9, sur un i7 et sur un i5. Est-ce que c'est réellement pertinent de conserver ce type de refroidissement là ou même de penser l'utiliser en sachant que finalement quand on regarde les anciennes générations de processeurs, il y avait très peu de Ventirad qui étaient réellement continuellement utilisés quand on parlait du Ventirad stock, mais de plus on se retrouvait surtout en fait avec des Ventirad qui avaient des performances qui étaient quand même très basses. Bref, c'est ce que j'ai voulu tester et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire quel est le type de produit que vous souhaitez que finalement je teste, qui sont possiblement limite soit surcotés soit sous-cotés. Et avant de commencer la vidéo et de vous présenter ce Ventirad et ses performances, donc sur un i5, sur un i7, sur un i9, cette vidéo est sponsorisée par partenaire de la chaîne qui est YourCDKey. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor si vous connaissez déjà le principe. Et sinon je vous dis à dans une minute pour la présentation et les résultats de ce Ventirad. Et là on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18, donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par ce petit joujou. Alors ce Ventirad, déjà, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que il est quand même, j'allais dire, chargé d'histoire parce qu'on va quand même retrouver à chaque fois un Ventirad dans presque tous les processeurs Intel depuis maintenant, en fait, j'allais dire la sortie des Core i et même avant, du coup, sur certains Pentium, etc., on avait déjà des Ventirad qui étaient fournis. Ça faisait quand même très longtemps que d'un point de vue design ou même d'un point de vue performance, Intel n'avait pas renouvelé en fait leur Ventirad. Et là, on se retrouve quand même avec quelque chose qui est esthétiquement parlant à évoluer. On a une petite cage en fait en plastique, etc. tout autour, le petit liseré bleu en fait d'Intel, le logo Intel plutôt qu'un autocollant en fait directement posé dessus sur le ventilateur. Et on va aussi remarquer à l'arrière du coup le petit cercle en cuivre que vous voyez juste là, qui tout simplement donc s'appelle la cold plate, qui est finalement est un peu plus grande. Alors déjà moi ce qui me choque un peu c'est d'être toujours resté sur une cold plate qui est totalement ronde, alors que les processeurs d'Intel de 12e génération sont quand même rectangulaires. On a gardé une plus grosse largeur aussi en fait en termes de processeur. On est plus sur un processeur carré mais beaucoup plus rectangulaire. Et c'est vrai que du coup je me pose la question de savoir est-ce que c'était réellement pertinent de garder ce type de système de refroidissement là, mais surtout en fait cette architecture de refroidissement, en sachant que les 3/4 des Ventirad et des IO ont presque soit des cold plates qui prennent l'intégralité en fait du processeur, soit du coup des cold plates qui sont vraiment du coup en fait au format du processeur. Donc c'est vrai que du coup ça me paraissait un petit peu bizarre de retrouver en fait ce type du coup d'architecture de refroidissement dessus. Mais bref, je me suis dit allez, pourquoi pas du coup en fait tester en étant j'allais dire en fait un petit peu débile parce que je me suis dit allez vas-y on va le poser sur le i9, qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai testé directement sur mon i9. Déjà quand on teste à stock, c'est-à-dire que j'ai fait un clear CMOS, j'ai juste activé l'XMP, j'ai juste mis mon i9 en fait avec le système donc fourni, qui n'est pas fourni avec mais avec ce Ventirad là, qu'est-ce que ça donne. En termes de résultats en soi c'est quand même assez décevant et on comprend pourquoi Intel n'a pas voulu le fournir avec les i9, tout simplement parce que en fait ça soit votre processeur throttle, c'est-à-dire en fait il va se brider pour limiter sa chauffe et du coup il va aussi se brider d'un point de vue performance, ce qui fait que finalement vous avez même plus un i9, vous avez presque un i7 au final jusqu'à où
il se bride très clairement, en ayant quand même des températures assez élevées, donc ça je tiens à le préciser. Dès que j'arrive et dès que du coup je me suis dit bon allez on va fixer les tensions, dès que je fixe toutes les tensions, que je fixe du coup toute la fréquence etc et que je garde le processeur en fait à une fréquence du coup en fait de 5 GHz qui est quand même assez élevé, on rentre dans le terme limite de l'overclocking si je peux dire ça, bah là très clairement en fait j'ai jamais autant fois cracher une carte mère du coup par température parce qu'on atteint à chaque fois les 100 degrés, même sur la bureautique simple, c'est-à-dire en fait ouvrir deux fichiers Excel, un Word et après directement en fait un Chrome avec une vidéo YouTube, boum, allez hop ça crache. Donc autant vous dire que quand on est sur des fréquences un petit peu plus élevées, ça va pas passer. Par contre, je me suis dit, allez, on va prendre la fréquence minimale que le processeur en fait supporte dans la partie caractéristiques techniques en fait d'Intel. Et là, je me suis dit, allez, je le fixe comme ça et on va tester. Là, ça fonctionne. Pour la bureautique simple, vraiment pour surfer etc. en fait dessus, il refroidit, même si on est quand même sur une moyenne de 50 à 60 degrés, très clairement constant. Donc en sachant que dans ma pièce, il faisait en fait 23-24 degrés. Je dis 50 à 60 parce qu'en fonction des tâches que je faisais dessus, en fait ça a augmenté directement etc. Donc dès que j'allais du coup, j'envoyais un Chrome et que je mettais mes deux fichiers Excel en fait dessus, là j'étais direct en fait à 58-59 degrés. Si je mettais juste un Word du coup j'étais à 51 degrés. Donc autant vous dire que du coup voilà, ça passe mais c'est pas non plus des températures qui sont en fait correctes, en sachant que voilà généralement on est quand même en idle, c'est-à-dire en fait sur le bureau uniquement avec faire de la bureautique. Sur les trois quarts des systèmes de refroidissement, j'allais dire qu'ils sont même moyennement performants ou peu performants, on est quand même entre 30 et 40 degrés. Là on est presque à 10 à 20 degrés supérieurs. Donc autant vous dire que pour un i9 je vous le déconseille. Même en solution de secours de refroidissement, je vous conseille plus d'aller chercher un système de refroidissement chez votre vendeur en fait informatique le plus proche, ou limite en fait de vous le faire livrer sur Amazon etc. pour juste vous le dépanner, histoire d'un ou deux jours en fait le temps de recevoir en fait le nouveau qui sera peut-être plus performant. Parce que très clairement, en fait déjà d'une, il faut s'y connaître dans le BIOS pour pouvoir fixer toutes les tensions etc. Faut savoir du coup en fait gérer et connaître en fait votre processeur. Et là très clairement en fait avec celui-ci ça sera pas le cas, et même à stock vous risquez d'avoir des surprises. Mais alors il est fourni avec le i3, il est fourni avec le i5, il est pas fourni avec le i7. Qu'est-ce que ça donne du coup sur un i7 et qu'est-ce que ça donne sur un i5? Alors j'ai pas testé sur un i3 parce que j'en ai pas à mon possession très clairement, et que bon déjà avoir les trois processeurs donc i5, i7 et i9, je me suis dit que ça pouvait être quand même assez déjà représentatif en fait des performances de ce vent tirable. Et là je vous ai tout simplement fait un comparatif, donc un petit tableau avec le i7 et le i5 avec leurs performances obtenues dessus. Alors je parle pas des performances processeur, je parle plutôt des températures en fonction de l'usage. Et CMT du montage, je viens de me rendre compte que tout simplement c'était un peu incompréhensible ce que je vous expliquais d'un point de vue test que j'ai effectué pour la partie sur le i7 et sur le i5. En gros, j'ai tout simplement effectué un test d'aspect bureautique simple, c'est-à-dire avec un Word où je tapais une lettre pendant à peu près une heure, une vidéo YouTube qui tournait et tout simplement 5 ou 6 onglets en fait au fur et à mesure sur Chrome qui étaient lancés de façon totalement aléatoire pendant cette période donnée. Concernant le test en bureautique que je vais appeler bureautique complexe, j'ai tout simplement lancé un Cinebench R20 pendant 10 minutes et à ce compte-là, j'ai tout simplement relevé les températures. Bref, je vous commande tout ça directement avec le tableau. Et donc là, on a tout simplement les résultats. Donc sur le i5, 12600K fixé à 4,2 GHz pour 1,25 de Vcore. Pour la partie bureautique complexe, vous pouvez voir que la température moyenne est de 72 degrés contre 75 sur un pic maximum. Et sur la partie bureautique simple, on est à 58 contre 67 degrés de température maximum atteinte. Maintenant, on va directement attaquer avec le Intel, donc i7 12700K fixé lui aussi à 4,2 pour 1,25 de Vcore. Mais par contre, en bureautique complexe, on se retrouve à 92 degrés en fait de maximum en pic contre 81 en fait de moyenne. Donc c'est tout simplement le Cinebench R20 qui tourne pendant 10 minutes. Et pour la partie bureautique simple, on est à 78 degrés maximum contre 65 degrés de moyenne. Donc en soi, pour l'aspect bureautique simple sur le i7, c'est ok, vous pouvez quand même l'utiliser. Mais je rappelle aussi que j'étais sur une table de bench, que je n'étais pas dans un boîtier et que ça va dépendre aussi de l'airflow de votre boîtier. Si à l'heure actuelle du coup en fait vous avez fait une configuration et que vous souhaitez utiliser le ventirad de base, déjà d'une je vous le déconseille parce qu'en fonction de l'airflow de votre boîtier vous risquez d'avoir des résultats qui seront totalement différents. Et voilà, on se retrouve quelques jours plus tard, en tout cas pour moi, pour vous, quelques secondes, pour tout simplement débriefer sur ce ventirad. Après plusieurs recherches, et c'est quelque chose que je n'ai moi pas encore eu entre les mains, c'est la deuxième version de ce ventirad, qui est un ventirad
ventirail beaucoup plus haut avec une partie RGB qui est fournie sur certains i7 apparemment et sur les i5. Donc c'est pour ça que moi je l'ai pas encore eu entre les mains. Donc je vous ai tout simplement présenté uniquement celui-ci, donc qui est le classique. Pour la partie ventirad, c'est vrai que, et ça je tiens à le souligner, Intel a fait de réels efforts avec ce produit. On se retrouve avec un ventirad qui finalement a des performances qui sont correctes, qui fonctionnent quand même bien. Pour un i5 et pour un i3, je pense qu'il n'y aura pas de souci sur l'aspect en fait, j'allais dire bureautique classique. Pour en fait un i5 et un i7, dans le cas où vous faites du traitement, quand vous faites de la partie gaming, etc., je vous le déconseille. Dès qu'on arrive sur les tâches lourdes, malheureusement, où on va avoir besoin de l'intégralité de la capacité du processeur, malheureusement, il suit pas trop et vous avez sur le marché des ventirad entre 50 et 100 € et des water cooling pareil qui sont quand même beaucoup plus performants, et je vous conseille quand même d'investir sur un système de refroidissement afin que vous puissiez bénéficier de toutes les perfs que vous avez achetées avec votre processeur. Il n'est pas à jeter parce que si vous avez votre ventirad ou votre water cooling qui est défectueux, vous pouvez l'utiliser et le remplacer pendant quelques jours le temps de recevoir le nouveau. Donc à ce moment-là, oui, vous pouvez le conserver. À l'utiliser en H24 pour l'aspect bureautique sur un i3, oui, ça peut faire le taf. Sur un i5, moyen, oui. Très clairement, on peut du coup quand même faire des choses, mais vous voyez que même les températures sont quand même assez élevées, donc en fonction de l'airflow de votre boîtier, vous risquez, si vous avez un mauvais airflow, du coup d'augmenter ces températures-là et finalement de faire baisser la performance de votre i5. Donc c'est pour ça que j'y mets à moitié une réserve en fonction de l'utilisation et surtout en fonction du boîtier que vous allez avoir. Mais en tout cas, pour un i7 et pour un i9, il est tout simplement pour moi à bannir parce que c'est pas réellement du coup en fait à son rôle. Bref, si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est ce qui m'encourage le plus pour justement en fait vous produire du contenu, que ce soit par la partie des pouces bleus ou de l'abonnement. Ça montre comme quoi vous avez de l'intérêt pour ce type de test et ce type de vidéo. D'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo et que vous souhaitez que je teste par exemple un produit qui soit sous-coté ou sur-coté dans la partie tech, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et à m'en faire part. Donc sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch, sur Discord. Rejoignez-moi, au moins ça vous permettra aussi d'avoir de l'aide si vous en avez le besoin. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!